Écoutez, il est 18h02. Je vous propose que nous débutions. Mesdames, Messieurs, chers alumni, chers amis, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à notre nouvelle rencontre du cycle Diplomate en action. Alors, après avoir accueilli l'ambassadeur de France en Algérie, l'ambassadrice de France au Vatican, nous accueillons aujourd'hui Madame Hélène Farneau de Fromont, ambassadrice de France auprès du Royaume de Belgique. Madame l'ambassadrice, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes, entre autres, une alumna diplômée de Sciences Po en 1993 et vous avez exercé de très nombreuses fonctions en France et à l'étranger. Alors, je vais me permettre de revenir dessus car la question de la carrière d'une femme diplomate sera aujourd'hui, entre autres, l'objet de nos discussions. Vous avez débuté votre parcours en 1994 en tant que rédactrice à la direction des affaires stratégiques et du désarmement. Puis vous avez été chargée de mission auprès du directeur général pour les affaires politiques et de sécurité au ministère des Affaires étrangères. En 1997, vous devenez conseillère technique pour les questions internationales au cabinet du Premier ministre. 2 ans plus tard, vous partez à Amman, en Jordanie, où vous êtes conseillère culturelle. De 2002 à 2005, de retour à Paris, vous êtes sous-directrice pour le français à la DGCID, la Direction générale de la coopération internationale et du développement. Entre 2008 et 2010, vous êtes directrice adjointe de l'Organisation européenne de droit public à Athènes, en Grèce. Vous revenez en France où vous êtes chargée de mission auprès du directeur général de la mondialisation, du développement et des partenariats, puis vous devenez directrice de cabinet du ministre délégué au développement de 2012 à 2013. En septembre 2013, vous devenez directrice de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, l'AEFE, et en février 2016, vous devenez directrice générale de l'administration et de la modernisation du ministère des Affaires étrangères, et vous êtes, entre autres, en charge des ressources humaines, des affaires financières, des systèmes d'information, de la sécurité diplomatique, de l'immobilier et de la logistique du ministère. Et vous êtes depuis le mois de juillet 2019 ambassadrice de France en Belgique. Alors, avant de parler de cette carrière qui est extrêmement riche et diversifiée, j'aurais souhaité revenir tout d'abord, Madame l'ambassadrice, si vous êtes d'accord, sur votre formation. Pourquoi Sciences Po et qu'est-ce que cet établissement vous a apporté d'utile dans votre carrière? Très bien, merci beaucoup d'abord de m'avoir invité à intervenir ce soir. Je suis ravie de voir qu'il reste du monde qui n'est pas complètement étouffé par la Zoom fatigue et que certaines et certains ont encore l'énergie pour participer à ce type de rencontre. Donc, merci beaucoup. Alors, pourquoi Sciences Po? La question, en fait, je dirais presque ne se posait pas, c'est-à-dire il fallait Sciences Po. Puisque j'avais des idées assez abstraites, hein, n'étant pas moi-même issue d'une famille de diplomates, ni même de hauts fonctionnaires, mais en tout cas une idée assez ancrée en moi de mon souhait donc de travailler pour la diplomatie française. Et je savais que voilà, la Sciences Po était sinon un passage obligé, en tout cas un atout incontournable pour tenter ma chance au concours du Quai d'Orsay. Donc effectivement, voilà, Sciences Po. Donc à l'époque, je suis entrée, je n'ai pas fait l'année préparatoire, l'AP, hein, donc je suis entrée donc après 3 années de classe préparatoire littéraire, donc en deuxième année, section service public. J'ai fait un début de pré-pénat et j'ai tenté pourvoir le concours du cadre d'Orient du ministère avec le russe que j'avais commencé à étudier au lycée et poursuivi ensuite pendant mes classes prépa et à l'INALCO, et ça a marché du premier coup. Donc, je n'ai pas voilà, demandé mon reste, et à 23 ans, donc j'étais jeune diplomate, tout ça, encore une fois, étant très, très abstrait. Et donc, ce que Sciences Po m'a apporté, c'est bien évidemment des bases très importantes, notamment dans des disciplines que je n'avais pas étudiées auparavant, hein, dans mes premières années d'études supérieures, en particulier
j'ai eu le coup de cœur pour le droit public, en particulier le droit constitutionnel. Et j'ai fait beaucoup d'économies, ça c'est quelque chose que effectivement je n'avais pas fait auparavant. Et puis ça m'a aussi évidemment beaucoup aidé dans le domaine je dirais du collectif, hein, de travailler. Je me souviens de travaux de groupe, etc. Ce n'était pas non plus les méthodologies que j'avais pu expérimenter auparavant. J'ai été élue étudiante au conseil d'administration et ça, croyez-moi, et certaines le savent peut-être, c'est une excellente école, en particulier pour quelqu'un qui ensuite se destine à la négociation. Et effectivement, j'étais fort jeune, mais je pense que ça m'a beaucoup aidé ensuite, puisque quand vous entrez au Quai d'Orsay, très rapidement, vous êtes mis en situation, hein, quelles que soient les fonctions que vous occupez en début de carrière. Ça a été mon cas, j'ai été mise en situation immédiatement de négociation internationale. Et voilà, le fait d'avoir déjà expérimenté des discussions, des échanges, pas toujours simples, m'a beaucoup aidé. Voilà, je dois dire. Donc, c'est aussi une école un peu de la vie, si je puis dire, qui m'a aidé dès mon début de carrière. Alors, le choix de devenir diplomate est né avant Sciences Po. Oui, enfin, encore une fois, c'était une idée, c'était un concept, mais que Sciences Po a rendu possible. Voilà. Alors, des postes dont j'ai rappelé tout à l'heure la chronologie, des postes que vous avez occupés, dont j'ai rappelé il y a un instant la chronologie, laquelle de ces expériences, mis à part votre expérience actuelle d'ambassadrice de Belgique, mais laquelle de ces expériences ou lequel de ces postes a été pour vous le plus formateur? Alors, je pense que mon premier poste à l'étranger, donc c'était en Jordanie, au tournant des années 90, comme on dit ici, 2000, comme conseillère culturelle, en fait, à l'ambassade de France, a été un poste extrêmement formateur. J'étais très jeune, mais ça m'a mise en situation d'abord d'animation d'équipe et d'encadrement d'équipe interministérielle, puisque les services culturels des ambassades sont des lieux justement très interministériels, très concrets aussi. Hein. On est dans de la coopération donc avec un pays comme la Jordanie, on faisait beaucoup de coopération technique dans le domaine agricole, par exemple. Bon. Et donc, ça a été une très, très belle expérience. Ça m'a amené aussi, en tant que jeune femme, et là, je mords un petit peu sur la suite de vos questions, mais à me retrouver dans des situations qui n'étaient pas évidentes. Je me souviens en particulier, j'avais à peine 30 ans, mais de mes visites à la grande université du Yarmouk, dans le nord de la Jordanie, qui était dirigée par un professeur jordanien très éminent, très âgé, très conservateur et traditionnaliste. Et donc, je devais systématiquement venir accompagner d'un de mes adjoints, qui était de jeunes VI, qui était encore plus jeune que moi. Mais c'est à eux que le président de l'université s'adressait. Il ne me regardait pas pendant l'ensemble de nos échanges, qui par ailleurs se déroulaient très bien, hein, qui étaient très constructifs. Mais voilà, c'était effectivement une mise en situation culturelle un peu particulière. J'ai pu travailler de manière tout à fait satisfaisante, mais voilà, avec un certain nombre, je dirais, d'adaptations, d'ajustements. Mais ça aussi, c'est le travail du diplomate, hein, ou de la diplomate, c'est d'être en capacité de faire avancer les dossiers dans toute situation. Alors, il existe une idée, certes de moins répandue, et néanmoins toujours très fausse, que le métier de diplomate est principalement, prioritairement, pour toute une série de raisons que nous avons évoquées, un métier d'homme. Je le disais dans la présentation que j'ai faite il y a un instant, vous avez été directrice générale de l'administration du Quai d'Orsay, en charge plus spécifiquement des ressources humaines. Comment avez-vous vu évoluer le ministère des Affaires étrangères en termes de féminisation sur ces dernières années? Alors, le ministère des Affaires étrangères a beaucoup évolué en un temps assez restreint, finalement, puisque la prise de conscience, à la fois, et le début de la mise en place de processus et de dispositifs pour améliorer la féminisation, en particulier de ces cadres,
est assez tardive. Hein. C'est le début des années 2010, donc ça fait une petite dizaine d'années que véritablement il y a un désir partagé, si vous voulez, hein, de l'institution et des ministres successifs pour améliorer les choses. Et les choses se sont finalement faites assez vite, en peu d'années. Et là, nous sommes aujourd'hui, me semble-t-il, justement à une période où il va falloir renouveler un petit peu à la fois nos outils. L'ambition existe toujours, elle est toujours partagée, mais il va falloir qu'on renouvelle un petit peu nos outils d'intervention, si je peux dire. Bon. Donc, effectivement, en qualité de directrice générale de l'administration, et de la modernisation, hein, le terme a son importance, ça a été vraiment un axe fort de mon action, encore une fois porté par le politique, sinon les choses ne seraient pas de toute façon possibles, portées au plus haut niveau. Et nous avions, comme je pense l'ensemble des ministères régaliens en France, un énorme rattrapage à faire. Bon. C'est-à-dire qu'on partait de très très loin, pour parler de manière un petit peu familière, et il fallait faire vite, parce qu'il y avait une volonté politique forte et un ressenti, hein, au ministère qui, évidemment, évoluait très rapidement. Donc pour ça, c'est comme toujours, il faut se fixer des objectifs et puis mettre en place des processus, le faire de manière ordonnée, volontariste, bien évidemment. Et donc c'est ce que nous avons fait, hein, collectivement. Donc les choses ont bien évolué. On est aujourd'hui, je peux donner quelques chiffres. Bon, la moitié des agents titulaires du ministère des Affaires étrangères sont des femmes. Voilà, donc on a une parité, je dirais, sur l'ensemble des agents titulaires presque parfaite. Après, en fonction des catégories de personnel, vous avez des distorsions. Nos collègues de catégorie C sont encore majoritairement des femmes. Et c'était déjà le cas à mon arrivée au ministère il y a donc presque 30 ans. Donc ça l'est toujours, même si la proportion s'est rééquilibrée entre hommes et femmes. Mais bon, tous les métiers, notamment de secrétariat, sont très féminisés, hein, encore aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères. Les agents de catégorie B qui ont vocation en particulier à occuper des fonctions consulaires à l'étranger, qui sont évidemment centrales, très importantes pour notre action, hein, étant donné l'importance de notre communauté expatriée à travers le monde. Là, parmi les agents de catégorie B, vous avez un équilibre qui est assez satisfaisant entre hommes et femmes. Et quand vous allez donc vers les catégories A, et ce que nous appelons de manière sans doute impropre les A+, voire les A++, au ministère des Affaires étrangères, là, vous avez, je dirais, une petite évaporation et un déséquilibre qui se creuse au profit donc des messieurs. Bon. Donc, il a fallu regarder les choses catégorie par catégorie, fonction par fonction, métier par métier. Je vous remercie d'avoir évoqué le métier de diplomate parce que nous parlons bien d'un métier. Il y a des fonctions d'ambassadeur, fonctions de consul général, des fonctions de directeur en administration centrale, mais il y a un métier de diplomate et il y a des métiers de la diplomatie. C'est ce qui fait, me semble-t-il, le grand intérêt de cette carrière, de ces parcours, c'est que, ça a été mon cas, vous pouvez passer, je dirais, d'une filière à l'autre. Enfin, vous avez une gamme très étendue, en fait, de domaines d'action, faire du politique, faire du culturel, de la diplomatie économique, du consulaire, avec à chaque fois un substrat commun, bien évidemment, mais vous exercez, je dirais, des compétences qui peuvent être très différentes, hein, d'un poste à l'autre. Il est évidemment conseillé de, non pas s'hyper spécialiser, mais de se spécialiser quand même un peu dans 2 ou 3 filières pour pas trop se disperser, l'expérience accumulée étant très importante pour bien exercer justement ce métier. Mais voilà, donc ça c'est aussi une réflexion parce que les femmes, je l'ai dit, présentes au Quai d'Orsay, avaient tendance à se spécialiser ou à être spécialisées, voilà, à être peut-être cantonnées ou limitées dans certaines, je dirais, grandes filières. Je pense à la filière consulaire ou culturelle, qui était beaucoup plus féminisée traditionnellement que la filière, je mets 2 grosses guillemets, noble, qui est la filière politique, hein, au sens strict du terme, de politique internationale, de négociation.
où là, vous trouviez beaucoup plus d'hommes que de femmes. Donc ça, aujourd'hui, les choses sont en train, de manière très substantielle, de se rééquilibrer. Voilà, donc juste pour terminer, pour vous donner quelques chiffres concernant en particulier ces fonctions, donc là je parle bien de fonctions a priori réservées au A, A+, A++. Aujourd'hui, nous en sommes pour les ambassadrices à 28,7% de femmes parmi les ambassadeurs, en fonction au moment où nous parlons. Nous étions en 2012, donc il y a moins de 10 ans, à 11%. Bon, il y a quand même eu une progression tout à fait significative. Pour ce qui concerne les postes de direction générale, direction chef de service en administration centrale, nous sommes aujourd'hui à 26% de ces postes occupés par des femmes, contre 22% il y a une petite dizaine d'années. Donc là, il y a une progression qui est moins sensible, mais qui est réelle. Et sur les postes de consuls généraux, nous sommes aujourd'hui à 31% donc, de consuls généraux en fonction qui sont des consuls générales. Voilà, ce qui n'empêche pas que, pour l'anecdote, la question qui m'a été le plus souvent posée pendant les 6 premiers mois de mon arrivée en tant qu'ambassadrice de France en Belgique, c'est comment faut-il vous appeler, Madame l'ambassadeur ou Madame l'ambassadrice. Donc, puisqu'on avait la politesse de me poser la question, je répondais Madame l'ambassadrice. 3 fois sur 4, ah bon, mais l'ambassadrice, c'est la femme de l'ambassadeur. Ce à quoi je répondais, certes, ça a été le cas entre le 10e et le 20e siècle. Nous sommes au 21e siècle. Et effectivement, la réalité d'aujourd'hui fait que les ambassadrices sont des femmes exerçant les fonctions de chef de poste diplomatique. Et jamais personne n'aura l'idée, ça j'en suis à peu près certaine, d'appeler l'époux ou le conjoint d'une ambassadrice monsieur l'ambassadeur. Voilà. Merci beaucoup pour ces précisions et ces chiffres qui apportent un éclairage très significatif à cette problématique. Et justement, pour rebondir dessus, à la lumière de ces chiffres, est-ce que les évolutions de carrière des femmes diplomates sont identiques aux évolutions de carrière des hommes diplomates? En rappelant votre parcours, on l'a vu, vous avez fait de l'administration centrale et de l'étranger, et de la direction au sein du Quai d'Orsay et du cabinet ministériel. Votre parcours construit au fil des ans est-il, de ce point de vue-là, identique à celui de vos collègues diplomates hommes, ou est-ce que vous faites aujourd'hui encore, en mettant les chiffres de côté, figure d'exception en termes de parcours? Je ne pense pas qu'il y ait aujourd'hui de différence notable de parcours, en tout cas pour un diplomate ou une diplomate qui souhaite. Alors, l'alternance entre l'étranger et la centrale, elle est au cœur de nos parcours, qu'on soit homme ou femme. C'est pour ça qu'on choisit le Quai d'Orsay. Ou en tout cas, si on le choisit et qu'on ne veut pas bouger de Paris, ça pose un problème. Bon, parce que cette mobilité géographique, elle est véritablement, encore une fois, au cœur de notre métier, justement. Bon. Donc ça, il n'y a pas de différence là-dessus. Ensuite, il n'y a pas il y a aussi une possibilité d'une grande diversité de parcours. Encore une fois, c'est, me semble-t-il, une des grandes richesses de cette carrière diplomatique, c'est qu'on peut, il n'y a pas un cursus qui est le cursus absolu, exemplaire. Bon, il y a de toute façon les opportunités, il y a ce que offre la vie, et il faut aussi pouvoir, bien sûr, adapter son rythme personnel, familial, parce qu'il y a évidemment cette mobilité géographique implique un impact très fort sur la vie privée et sur la vie familiale, en particulier des diplomates ou des agents du ministère des Affaires étrangères de manière générale. Mais je ne pense pas qu'il y ait de différence. Il y a un moment sensible, et ça c'est ce sur quoi j'avais beaucoup travaillé avec la DRH quand j'étais directrice générale de l'administration. Il y a un moment sensible, particulièrement sensible pour les femmes diplomates, c'est la trentaine.
parce que la trentaine, c'est le moment où Nathalie Loiseau a dit qu'il fallait oser tout, mais c'est aussi le moment où tout arrive en même temps sur le plan personnel et sur le plan professionnel. Je m'explique, c'est souvent la décennie pour une jeune diplomate, à la fois de la possibilité d'accès à un premier poste d'encadrement, niveau chef de bureau ou sous-directrice, mais en même temps, c'est souvent le moment du premier enfant ou du deuxième enfant, c'est souvent le moment où le conjoint lui-même, dans sa propre carrière professionnelle, est en ascension, et donc c'est souvent la conjointe qui se dit ça va être difficile d'être tous les deux en pleine ascension au même moment, donc je vais faire un pas de côté, puis je vais attendre un petit peu, laisser passer quelques années, et puis voilà. C'est parfois aussi le moment où on a un parent qui ne va pas bien, qui demande de l'attention, et le fait est que c'est souvent la sœur, la fille qui prend en charge, en tout cas en partie, cette période sensible sur le plan familial. Voilà. Donc moi, je me suis trouvée, là c'est très pratique, ce que je vous dis, c'est vraiment l'expérience, c'est très pragmatique, souvent en situation d'offrir, de proposer à une jeune femme qui donc avait l'expérience et l'ancienneté nécessaires pour accéder à un premier poste, par exemple de sous-directrice, de me retrouver face à un refus, toujours argumenté, mais qui était souvent donc, avec des arguments qui ressortaient de cette accumulation de difficultés. Dans la trentaine, c'est trop, là c'est trop, je ne peux pas tout faire en même temps, ça je l'ai entendu 10 000 fois, je laisse passer mon tour. Or, quand on regarde justement de près les parcours de nos cadres au Quai d'Orsay, on s'aperçoit que c'est à ce moment-là que les parcours féminins décrochent, prennent du retard par rapport au parcours masculin. C'est un fait, c'est comme ça. Bon. Donc, j'ai essayé de manière très pratique là aussi, forte de ce constat, de travailler justement sur cette période sensible et de trouver des solutions très pratiques là aussi, qui permettent à ces jeunes femmes de ne pas dire non et de le faire sans non plus avoir une pression terrible qui pesait sur elles. Donc, d'aménager en quelque sorte cet accès à de premières responsabilités, par exemple en expérimentant ce que les Britanniques appellent le job sharing. Donc, évidemment, il faut trouver deux personnes qui ne sont pas nécessairement deux femmes d'ailleurs, qui seraient intéressés à partager pendant 1 an ou 2 ans un poste de sous-directeur. Donc après, il faut organiser cela, évidemment, en termes de temps de travail, que les choses restent efficaces et que la continuité du service soit assurée, mais de manière justement à permettre à ces jeunes femmes de ne pas dire non et de ne pas prendre, d'entrée de jeu, à 30, 35 ans, 2, 3, 4 ans de retard sur leurs petits camarades masculins. Parce que, je dois dire, je n'ai jamais entendu un jeune collègue, homme, me dire non lorsque je proposais un poste de sous-directeur. Voilà, c'est comme ça. Encore une fois, là, ça n'a rien de... C'est une pure constatation, mais c'est eux qui ont raison. Voilà, donc il faut trouver pour les jeunes femmes la possibilité de les déculpabiliser, parce qu'il y a beaucoup de culpabilité, culpabilisation, d'autoculpabilité, pour leur dire si tu peux le faire et le faire dans de bonnes conditions, et l'administration est là pour justement vous aider à organiser cette période, ce passage, cette prise de responsabilité dans de bonnes conditions. Est-ce que cette observation que vous faites auprès des jeunes femmes diplomates, vous l'avez partagée avec des collègues d'autres ministères, à savoir, est-ce que les femmes, qu'elles soient diplomates au ministère des Affaires étrangères ou inspectrices générales des finances et à Bercy, se retrouvent dans des situations similaires de choix à devoir faire ou ne pas faire. Est-ce que c'est spécifique au ministère des Affaires étrangères ou non? Et ensuite, est-ce que vous observez chez les femmes diplomates des abandons de carrière plus forts que chez les hommes? Alors, est-ce que je l'ai partagé? Oui, ça c'était typiquement
le type de constatation, si vous voulez, de diagnostic, de bilan qu'on partageait en interministériel avec les autres administrations. Alors, ce qui complique peut-être un peu les choses chez nous au Quai d'Orsay, c'est cette question de mobilité géographique, parce que ça s'ajoute en plus à ce que je viens de dire, parce que donc, je l'ai esquissé tout à l'heure, mais s'expatrier tous les 3 ans ou 4 ans, bon, voilà, pour plusieurs années, en prenant sur son dos le conjoint, les enfants, en s'éloignant donc de ses parents, de ses amis, bon, c'est pas évident. Alors c'est un choix qu'on fait encore une fois quand on décide quand on fait le choix du Quai d'Orsay. Mais bon, une chose est de le décider de manière théorique, puis l'autre c'est de le mettre en place, voilà, de le mettre en œuvre quand les choses se présentent concrètement. Donc ça handicape, si je puis dire, c'est susceptible en tout cas d'handicaper là aussi plutôt plus les jeunes femmes, voilà, encore une fois, dont le conjoint souvent a une carrière, etc. Donc ça peut mettre face à des choix difficiles, c'est-à-dire séparation, ce qu'on appelle les situations de célibat géographique. Donc on laisse le conjoint et les enfants éventuellement à Paris et puis on s'expatrie, ou bien il faut que l'administration aide pour que le conjoint puisse retrouver une activité professionnelle. Bon, pour les enfants, il y a le réseau des écoles et des lycées français qui est tout à fait unique. Nous sommes le seul pays à disposer d'un tel réseau organisé, homogène, avec une continuité pédagogique dans le monde entier, à peu près dans tous les pays. Donc ça, c'est un grand soulagement, je dirais, sur ce plan pour les hommes ou femmes d'ailleurs, pour les agents du ministère des Affaires étrangères, mais il y a quand même la question effectivement de la carrière du conjoint. Bon, ça, c'est de plus en plus compliqué. Donc peut-être que ça, c'est quand même un sujet plus propre au Quai d'Orsay et au parcours au Quai d'Orsay. Ensuite, des abandons, non, il n'y a pas d'abandon. Enfin, très peu. On ne peut pas dire que les femmes abandonnent ou renoncent. Elles ne renoncent pas. Simplement, voilà, elles ont des stratégies, si je puis dire, de carrière qui sont beaucoup plus, qui laissent moins de place à l'opportunité qui passe, à la chance qui passe, à une promotion. Vous voyez, je vais prendre un poste, voilà, qui va me permettre vraiment de prendre en responsabilité, parce qu'il y a toujours le calcul comment, sur le plan personnel, les choses vont-elles se mettre en place sur le plan familial, et cette question de l'équilibre, la conciliation entre la vie privée et enfin la vie personnelle, la vie privée et la vie professionnelle est particulièrement importante au Quai d'Orsay à cause de cette mobilité. Ça, c'est évident. Donc, on a beaucoup travaillé là-dessus aussi, bien sûr, le travail du conjoint, la scolarité des enfants, pour essayer quand même de respecter autant que faire se peut les rythmes personnels des agents et des agentes du ministère des Affaires étrangères. Vous le disiez tout à l'heure, près de 27% des ambassadeurs sont des ambassadrices aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des différences majeures aujourd'hui encore en termes d'affectation des ambassadeurs, ambassadrices? Est-ce qu'il y a des différences d'affectation entre hommes et femmes? Est-ce qu'il y a certains pays étrangers qui sont plus ouverts que d'autres à la nomination de femmes ambassadeurs dans leur pays? Est-ce qu'il y a des pays où une femme ne sera jamais nommée ambassadeur? Qu'en est-il des différences également entre les pays d'un côté et les organisations internationales de l'autre? Pendant longtemps, il n'y a pas eu de femmes ambassadrices auprès de grandes organisations internationales. Est-ce que c'est une situation qui a évolué de ce point de vue? Alors, donc aujourd'hui, effectivement, nous avons 177 ambassadeurs et ambassadrices en poste, et dans ces 177, je compte les représentants permanents et représentantes permanentes qui ont rang d'ambassadeur ou d'ambassadrice auprès des organisations internationales, quelles qu'elles soient. Sur ces 177, donc chefs de poste diplomatique, il y a 51 femmes. Elles sont absolument présentes sur tous les continents, voilà, dans tous les types de postes. Je vous donne quelques exemples. Donc, nous avons une femme ambassadrice, en l'occurrence à Londres, donc parmi les pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. On a 3 femmes sur 6, en fait. Bon,
en poste donc dans le pays du G7, puisque nous avons une ambassadrice à Londres, je l'ai dit, mais également à Berlin, à Ottawa. Nous avons 5 femmes qui sont ambassadrices dans des pays du G20, hein, par exemple au Brésil ou en Argentine. Dans les pays de l'Union européenne, nous sommes 12 femmes, hein, chefs de poste diplomatiques, donc sur 26, hein, puisque je mets la France de côté, bien évidemment. Nous avons des femmes ambassadrices, des ambassadrices dans des pays réputés difficiles. Je pense à la Libye, au Liban, au Soudan, à l'Érythrée, hein, au moment où nous parlons. Donc, aucun poste n'est interdit, a priori, n'est impossible, interdit ou inaccessible à une femme diplomate. Voilà. Ça, c'est clair. Il y a quelques années, j'aurais peut-être fait une exception pour l'Arabie Saoudite. Je vous aurais dit, s'il y a un poste sur lequel on est fondé à se poser la question, en tout cas, c'est celui-là. Or là, il se trouve que ce sont les Belges qui ont ouvert la voie et qui ont montré que c'était possible d'avoir une ambassadrice à Riyad, puisqu'ils ont nommé une ambassadrice actuellement, donc c'est une ambassadrice de Belgique donc, qui est en poste en Arabie Saoudite. Et évidemment, elle exerce sans aucune difficulté ses fonctions. Bon, voilà. Donc, aucun poste, a priori, impossible, impensable, inaccessible. Après, il y a ce que j'appelle les citadelles qui restent à prendre. Il y a quelques citadelles qui restent à prendre. Mais ça ne doit pas rester que des citadelles, parce que vous avez les citadelles à prendre les premières fois. Par exemple, nous n'avons à ce jour jamais eu de femme ambassadrice, jamais d'ambassadrice aux États-Unis. Nous n'avons jamais eu d'ambassadrice à l'ONU, auprès de l'ONU. Nous n'avons jamais eu de directrice de cabinet du ministre. Nous n'avons jamais eu de secrétaire général du Quai d'Orsay. Bon, voilà, je pourrais continuer. Il y a encore donc, quelques très beaux postes, vous voyez, bon, très belles fonctions qui, pour le moment, mais je pense que ça arrivera dans les années qui viennent, n'ont pas encore été occupées par des femmes. Donc ça, c'est les citadelles. Et puis ensuite, la parité ordinaire, c'est-à-dire des nominations. Il ne faut pas non plus qu'il y ait des postes réservés aux femmes. Vous voyez, on se refile, pardon, entre ambassadrices, d'ambassadrice à ambassadrice. L'idée, c'est vraiment que l'ensemble des postes soit ouvert pour les hommes, pour les femmes. Pour vous donner un exemple, en Belgique, je suis la 59e chef de poste, voilà, accrédité auprès du roi des Belges, puisque nous avons ouvert dès 1831, dès l'indépendance de la Belgique, donc nous avons eu à l'époque on disait un ministre de France, mais enfin bon, donc un ambassadeur auprès du roi des Belges, donc 59e, depuis donc 1831, je suis la 4e femme, la première ayant été nommée en 2003. Bon, voilà. Donc, on a eu, si vous voulez, 150 ans où il y a eu des messieurs qui se sont succédés. Et puis, depuis une petite vingtaine d'années, voilà, donc, je suis la 4e. Bon. Et on trouverait, pour l'ensemble des postes européens, on trouverait, à mon avis, on est à peu près dans les mêmes choses. Bon. Je rappelle que la première femme nommée ambassadrice de France, c'est 1972, Marcel Campana, qui à l'époque a été nommée à Panama. Bon, c'était très bien, mais enfin, c'était pas non plus un poste tout à fait au centre de l'échiquier, et qu'avant elle, la première femme tout court qui donc est entrée au Quai d'Orsay, c'est en 1930, Suzanne Borel, puisque de toute façon, jusqu'à cette date, le concours n'était tout simplement pas ouvert aux femmes. Donc voilà, la question était réglée. Et après elle, je dois dire qu'il a fallu attendre. Après Madame Campana, il a fallu attendre, si je me souviens bien, presque 20 ans pour qu'à nouveau une femme soit nommée ambassadrice française. Et après Madame Borel, il a fallu aussi attendre un certain temps, si vous voulez, avant que les couloirs du Quai d'Orsay ne se féminisent de visu. Bon, voilà. Mais donc, vous voyez les choses, ce que je disais tout à l'heure, il y a eu un temps de latence très long, et puis les choses quand même s'accélèrent depuis quelques années. Voilà, donc aucun interdit. Merci pour ces précisions. Alors peut-être une dernière question avant d'ouvrir l'échange avec nos participants. Le Quai d'Orsay, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, a inauguré il y a quelques temps une diplomatie féministe. Alors est-ce que vous pouvez nous préciser, nous dire ce dont il s'agit et comment est-ce que cela se traduit au quotidien dans votre action ?
Alors, absolument, parce que l'idée, si vous voulez, c'est de marcher sur ces deux jambes et d'être cohérent, donc de travailler à la fois donc, en faveur de l'amélioration de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en interne, mais de traduire cela aussi en termes de projection de la politique étrangère française donc dans notre diplomatie. Bon. Donc, on s'est doté d'une stratégie internationale de la France pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Là, on est actuellement dans la troisième, c'est pour 4 ans à chaque fois. Donc là, nous sommes actuellement dans la stratégie 2018-2022. Et donc, ça consiste essentiellement à travailler, d'abord à faire un bilan qui soit le plus exhaustif et le plus complet possible des droits des femmes à travers le monde, absolument dans tous les pays. Et à partir de ce constat, donc d'aider à l'amélioration évidemment de la situation qui a besoin, vous pouvez l'imaginer, effectivement qu'on l'améliore. Bon. Donc quelques exemples très actuels. Vous l'avez tous lu, tout est tous lu. La crise sanitaire que nous connaissons donc mondialement depuis un an, plus d'un an maintenant, a particulièrement impacté en fait les femmes à travers le monde. Bon. C'est quelque chose, voilà, là aussi qui est mesuré. Donc, qu'il s'agisse de la recrudescence de violences, des violences faites aux femmes qui ont pu être entraînées par les situations de confinement et de long confinement, qu'il s'agisse de la situation de l'emploi, tout simplement parce que beaucoup de femmes à travers le monde occupent des emplois précaires, voire des emplois dans la zone grise, donc qui ont disparu là aussi avec les confinements et avec l'impact économique de la crise. Qu'il s'agisse tout simplement aussi du fait que presque 70% des postes médicaux, sanitaires, en fait, sont occupés par des femmes à travers le monde. Donc, elles sont en plus au front, vraiment, au premier rang donc, de la lutte actuelle contre le virus. Donc, voilà, donc on observe, et puis, aussi, tout ce qui concerne l'impact des confinements et de la crise sur la scolarité des enfants, prise en charge par les mères ou par les grandes sœurs, voilà. Donc, on observe, mais comme toujours, on sait que là aussi, tout cela est très documenté. En cas de conflit ouvert ou de crise, qu'elle soit économique, qu'elle soit sanitaire, qu'elle soit climatique, on sait que les femmes sont souvent très directement et de manière très importante impactées donc, par ces situations fortement déstabilisatrices. Donc, l'idée, c'est de pouvoir essayer de corriger au maximum ce type de situation. Et donc, là, on s'engage, alors pas toute seule, la France ne s'engage pas toute seule, mais on travaille donc, avec aussi bien les grandes organisations internationales que les ONG pour mettre en place, là aussi, des filets de sécurité, des dispositifs, des correctifs. Je vais donner un exemple parmi d'autres, mais qui me concerne aussi en Belgique, enfin, qui me touche directement en Belgique. Tout le travail qui est mené par le docteur Denis Mukwege et par Nadia Mourad, donc concernant les survivants de violences sexuelles liées au conflit armé en Afrique et au-delà. Je dis ça parce que le docteur Mukwege, en fait, a été formé en Belgique. Il revient d'ailleurs très régulièrement à Bruxelles et il travaille en particulier avec plusieurs grandes structures hospitalières belges, bruxelloises. Donc, c'est une personnalité extrêmement connue et extrêmement populaire d'ailleurs en Belgique. Donc là, la France a contribué, donc on contribue au fonds qu'il a mis en place, donc à hauteur de 6,2 millions d'euros entre 2020 et 2022. Bon, par exemple. Deuxième exemple, l'organisation, donc en juin prochain, parce qu'on a dû reporter d'un an, du Forum Génération Égalité en France avec ONU Femmes et avec le Mexique. Donc, nous accueillerons fin juin, début juillet à Paris et tous les postes travaillent là-dessus actuellement avec les gouvernements des pays, de nos pays respectifs, à donc faire de ce grand rendez-vous international, là aussi, quelque chose de tout à fait, donc plus de 25 ans après Pékin, de faire quelque chose de tout à fait concret, en particulier sur toutes les questions de santé sexuelle et reproductive. Et c'est en particulier cet axe-là sur lequel la France a décidé de s'engager. Pourquoi ?
parce que nous constatons que depuis 10 ans, les droits des femmes, en particulier le droit à l'avortement et à la contraception, ont fortement régressé à travers le monde, et y compris en Europe. Ce qui se passe en Pologne depuis quelques mois en est un triste exemple. Donc, c'est un sujet sur lequel il faut que nous nous mobilisions. On pouvait penser que tout ça était acquis. Ce sont des choses qui nous paraissent, à nous, Françaises, totalement évidentes et acquises. Pas du tout. Bon, d'ailleurs, ce n'est pas tout à fait vrai non plus tout le temps, toujours en France. Mais enfin, ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, y compris en Europe, il y a une régression. Donc voilà, vous voyez, c'est ce genre de choses. Donc, on met à la fois dans nos politiques de développement, qu'elles soient bilatérales ou qu'elles passent par des fonds multilatéraux ou par des organisations internationales. Donc, on met systématiquement un accent sur les questions de genre, donc éducation des petites filles, santé sexuelle et reproductive, je l'ai dit. Et par ailleurs, donc, on mobilise la communauté internationale autour donc, de grands axes d'action tels que ceux que je viens de rappeler. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice, pour ces précisions. Alors, je vous propose de prendre une première question qui vous est adressée par Emmanuel et qui vous demande ce que vous pensez de l'évolution du recrutement du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères pour amener plus de diversité au sens large. Est-ce que, par exemple, il faudrait un troisième concours en plus du concours interne et externe? Ça, c'est sa première question. Et la deuxième, sur un plan plus personnel, quel est le conseil que vous auriez aimé recevoir quand vous avez commencé votre carrière? Alors, sur le premier point, on a, vous le savez, enfin, en tout cas pour les conseillers, secrétaires et conseillers des affaires étrangères, donc les deux voies principales donc, sont le recrutement donc, via l'ENA. Et là-dessus, je voudrais signaler que pour la première fois de son histoire, l'année dernière, les 4 lauréats qui ont choisi le Quai d'Orsay sont des lauréates. Voilà, donc nous avons 4 jeunes femmes donc, de l'ENA qui ont choisi le Quai d'Orsay à la sortie et c'est tout à fait formidable parce qu'il y a eu beaucoup d'années où nous n'avions pas du tout de jeunes femmes, bon, avec des messieurs, ce qui est très bien, hein, mais bon, c'était pas du tout équilibré. Et puis, on a donc les concours. C'est vrai que le ministère des Affaires étrangères a gardé cette voie de recrutement dite du cadre d'Orient, hein, parce que nous avons besoin d'avoir aussi des spécialistes de certaines zones, des gens qui parlent des langues bizarres, des langues rares, et surtout qui s'intéressent par définition à telle ou telle zone, voilà, qui ont une expertise sur telle ou telle aire culturelle ou géographique. Donc, via ce concours d'Orient, en fait, ça nous assure une certaine diversité. Je dis une certaine diversité parce qu'il y a assez peu de places qui sont ouvertes chaque année. On a un concours interne, effectivement, et quelques places en externe, mais de moins en moins, ce qui est un problème d'ailleurs depuis quelques années. Donc, cette diversité, elle est déjà, si vous voulez, présente grâce à ce mode de recrutement qui nous est propre. Et par ailleurs, nous travaillons, nous avons beaucoup vous savez, de contractuels. Hein, on fait appel donc aussi bien à Paris que dans le réseau. Et nous avons, dans l'ensemble des ambassades du monde, je dirais, des équipes qui sont non seulement interministérielles, mais qui sont aussi très, je dirais, mélangées hein, du point de vue donc, des origines culturelles. Donc, si vous voulez, cette diversité, me semble-t-il, n'est pas elle doit être sans doute améliorée, mais je ne suis pas inquiète. Voilà, je ne suis pas inquiète sur le fait qu'on y arrive et je ne suis pas sûre qu'on ait besoin de développer une voie propre pour cela, peut-être, mais je pense qu'on a déjà, si vous voulez, la possibilité de faire mieux, mais on a déjà les outils adéquats. Alors, le conseil que j'aurais voulu recevoir, je l'ai reçu en fait, j'ai eu la chance de l'avoir assez vite, parce que vraiment dans mes premières années au Quai d'Orsay, je me souviens que j'avais interrogé un de mes jeunes collègues qui était qui lui était fils de diplomate, donc voilà, qui avait été donc enfant d'ambassadeur, et je m'étais inquiétée justement de comment concilier, garder un bon équilibre entre vie privée et notamment familiale et les suggestions hein, et les contraintes de ce métier en termes de mobilité.
Et il m'avait dit, le noyau familial, ce qui est le plus important, quand on est amené effectivement à beaucoup bouger, c'est très perturbant, ça c'est vrai, hein, ça peut être très perturbant. Donc il m'avait dit, il faut avoir plusieurs enfants. Il faut avoir plusieurs enfants pour qu'il y ait une fratrie qui se tiennent, voilà, et qui suivent en quelque sorte. Et bon, ben voilà, la vie a fait qu'effectivement j'ai eu 3 enfants, et le fait est que ça a eu, je pense, un effet ça soude énormément. Voilà, alors ça c'est quand ça se passe bien, mais par ailleurs c'est vrai que c'est quand même un mode de vie qui peut être très déstabilisant, hein, pour l'équilibre familial, même si on fait tout pour l'éviter. Voilà, mais c'était un conseil que j'avais trouvé, voilà, qu'après coup j'ai trouvé judicieux. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice, pour cette réponse. Juste avant de prendre la question que Katia vous adresse, pour faire suite à ce que vous venez de dire, est-ce qu'il existe au sein du ministère des Affaires étrangères, ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, est-ce qu'il existe des réseaux d'entraide pour les femmes diplomates, et si oui, quels sont-ils? Alors, absolument. Alors, d'abord, nous avons une haute fonctionnaire, hein, en charge de l'égalité, donc femme-homme au ministère, qui fait un travail tout à fait remarquable, comme l'ont fait d'ailleurs ses prédécessrices. Alors, pour l'anecdote, moi, j'aurais bien voulu, mais ça va venir, que ce soit un homme qui se charge de cette responsabilité. Je crois que là, on franchira une étape le jour où ce sera le cas, mais en tout cas, donc on a cette haute fonctionnaire. Et c'est important parce qu'elle est associée en particulier à tous les process de recrutement, de sélection, de promotion, hein, c'est-à-dire qu'elle est vraiment systématiquement impliquée dans tous les aspects, si je puis dire, donc de la vie du ministère, de la gestion des ressources humaines du ministère. Et puis, il existe depuis, alors, ça doit faire quand même maintenant 10 ou 15 ans, enfin bon, une douzaine d'années en tout cas, je dirais, une association Femmes et Diplomatie, qui d'ailleurs s'est fédérée avec d'autres associations, Femmes de l'Intérieur, etc. Enfin, je sais qu'il y a par ailleurs donc une fédération d'associations, hein, des femmes du secteur public, qui est également extrêmement active et qui est ouverte aux hommes, j'y insiste, et qui a fait aussi un gros travail de diagnostic, en particulier sur tout ce qui concerne les questions de sexisme ordinaire. Voilà. Donc, on n'est évidemment là, on n'est pas dans les questions. On a une cellule tolérance zéro, hein, sur les questions de harcèlement sexuel. Mais là, on est vraiment sur le sexisme de tous les jours, hein, qui traîne dans les couloirs, dans les réunions, etc. Et donc, elles ont fait un énorme travail là-dessus, qui a été très utile à l'administration pour reprendre un certain nombre de décisions récemment, enfin, il y a 2 ou 3 ans. Merci pour cette réponse. Alors, Katia, je repousse encore votre question, mais puisqu'elle élargit le sujet aux relations entre la France et la Belgique, je propose de la réserver pour la fin de notre conférence. Zoé vous adresse la question suivante. Vous avez dit, Madame l'ambassadrice, qu'aucun poste n'était inaccessible à une femme. Est-ce que c'est également le cas pour une femme diplomate qui est ou serait en couple avec une autre femme? Est-ce qu'il existe des mesures pour lutter aujourd'hui contre les discriminations, contre l'homophobie que ces femmes pourraient subir dans leur carrière? Alors, il y a effectivement un certain nombre de pays où l'homosexualité masculine comme féminine reste illégale, bon, interdite, prohibée, sanctionnée. Donc, nous luttons contre, effectivement, on fait un travail de plaidoyer, hein, très fort en tant que France, hein, si je puis dire, sur le plan international, pour faire en sorte que ce type de situation discriminante n'existe plus. Mais effectivement, on peut être amené, dans le cas d'affectation d'agents ou d'agentes dans ces pays, à se poser la question, parce que l'idée n'est pas non plus de mettre en difficulté, hein, sur le plan personnel des agents ou des agentes qui pourraient voilà, se trouver face à un régime, un pays, une société homophobe, et qui donc se retrouveraient à vivre des situations extrêmement difficiles.
Donc ça, je dirais que c'est un dialogue, hein, c'est un dialogue avec les agents, c'est-à-dire on connaît hein, les pays où effectivement les situations de discrimination existent, et donc c'est un dialogue avec chaque agent, chaque agente. Il y a des fiches de poste, si vous voulez, très précises avec le contexte hein, par pays sur le plan sécuritaire, mais aussi sur voilà, le plan concernant donc, effectivement cette question. On ne met pas en danger, ça c'est très clair, nos agents. Donc il y a deux choses, hein. Il y a ce qu'on fait sur le plan du plaidoyer pour faire avancer effectivement, faire progresser les esprits, et puis par ailleurs, de manière très concrète, comment faire pour que les agents puissent s'épanouir sur le plan privé et professionnel dans le cadre de leur affectation dans tel ou tel pays. Une question qui vous est posée toujours par Emmanuel sur la feuille de route qui est la vôtre dans le cadre de la préparation de la présidence française de l'UE au premier semestre 2022. Quelle sera la place de la diplomatie féministe dans cette feuille de route que vous pourriez préparer? Alors, la feuille de route, elle n'est pas encore complètement arrêtée. On a eu de premiers éléments de cadrage assez généraux hein, de la part de notre gouvernement donc à la fin de l'année dernière, puisque comme vous savez, quand on prend une présidence, on reprend aussi, je dirais, les dossiers en cours en quelque sorte et qu'il faut finaliser ou faire atterrir hein, en tant que présidence. Donc, bon, ça, on saura à partir de la rentrée 2021 quels seront les grands dossiers. Mais bien sûr, de manière générale, la question de l'égalité professionnelle femmes-hommes, de toute façon, étant grande cause du quinquennat hein, du président de la République, elle figurera tout en haut de l'agenda de notre présidence. Hein, c'est évident. Voilà. Alors, sous quelle forme bah, ça, ce sera à déterminer. Ce sera à déterminer un petit peu plus tard. On travaille, je l'ai dit, actuellement, tous les postes, toutes les ambassades de France hein, à travers le monde à la préparation et au succès donc, du Forum Génération Égalité du mois de juin. On crée des coalitions en fait, de bonne volonté sur les différents thèmes qui ont été identifiés dans ce cadre. Et plus généralement, dans ma lettre de mission, enfin dans le plan d'action de l'ambassade, plus exactement, qu'on fait valider par Paris en interministériel dans les 3 mois qui suivent notre prise de fonction, hein, quand on est nommé ambassadeur ou ambassadrice, ça fait partie des sujets, là aussi, tout à fait prioritaires, donc, qui me sont demandés dans mon action au quotidien. Hein, là, on parle vraiment au quotidien. Une question qui vous est posée par Michel. Est-ce que le fait que vous soyez une femme vous fait aborder les problématiques et votre action au quotidien différemment de l'approche que pourrait avoir un collègue féminin ou non? Masculin, vous voulez dire, oui. Masculin, pardonnez-moi. Je n'en sais rien. Franchement, je ne sais pas. Je pense qu'il y a une génération aujourd'hui, si vous voulez, il y a quand même une génération d'ambassadeurs et d'ambassadrices. Donc là, ce n'est pas homme-femme, hein, c'est plus vraiment une question de génération qui renouvelle pas mal la pratique diplomatique et qui conçoit son rôle et qui conçoit ses fonctions d'une manière beaucoup plus vivante et dynamique que les caricatures qui continuent à traîner sur voilà, les réceptions, le temps perdu en palabres, etc. Bon, par exemple, on nous demande de beaucoup communiquer. Alors que longtemps, la communication, c'était un peu l'ennemi de la diplomatie. La diplomatie, c'est le secret. D'ailleurs, je ne vous apprends rien en vous rappelant que le mot de diplomate, hein, qui vient de diploma, du latin diploma, qui lui-même vient du grec diploum, ça veut dire c'est la feuille pliée. C'est la feuille pliée en deux, donc qui contient un secret, des messages qu'on ne doit pas justement rendre publics. Donc il y a le secret, il y a bon, voilà. Donc ça, évidemment, hein, il y a une confidentialité des négociations et de certaines questions qui restent attachées à nos fonctions, mais on n'est plus du tout à l'époque où les diplomates, la diplomatie, le corps diplomatique, c'était l'autre grande muette. Donc, on nous demande de parler, de communiquer donc, dans nos pays d'affectation, donc de travailler avec les médias, mais aussi
de beaucoup échanger avec des publics qui ne sont pas des publics classiques. Je pense aux jeunes, en particulier. Moi, je passe beaucoup de temps, alors un peu moins depuis un an parce que c'est un peu plus compliqué, mais je rencontre beaucoup de jeunes Belges dans leurs universités, dans les centres de jeunes, etc., qui ont toujours beaucoup de questions sur la France, sur notre actualité politique, économique, sociale, culturelle, qui sont très curieux. Et donc, on est là aussi, si vous voulez, pour donner cet éclairage. Voilà, la France aujourd'hui. Bon. Et là, on est dans une espèce d'intermédiation permanente. Permanente. Donc, on est sur le terrain. Toujours, toute la journée. On n'est pas dans nos bureaux, on ne se cache pas derrière nos écrans ou nos feuilles de papier. Ce n'est pas ce qu'on nous demande. On est véritablement au contact et sur le terrain au quotidien. Selon vous, Madame l'ambassadrice, le Sofagate dont Ursula von der Leyen a été la victime, est-ce de la rivalité politique internationale ou bien est-ce du sexisme ordinaire à l'échelle internationale? Qu'est-ce que vous en pensez? Difficile à dire. Moi, j'étais pas une petite souris. J'ai pas assisté, si vous voulez, j'ai pas assisté en direct, si je puis dire, à l'incident, parce que c'est un véritable incident diplomatique. C'est ça, on peut le qualifier comme tel. En tout cas, l'image que ça donne, si vous voulez, la projection, c'est quand même une projection double, une certaine naïveté européenne, dans le domaine de la politique étrangère, qu'on avait par ailleurs malheureusement expérimenté quelques semaines avant avec la visite de M. Borrell à Moscou, qui quand même, là aussi, avait donné à voir quelque chose qui ne convient pas, qui n'est pas à la hauteur, de l'Europe et de ses ambitions. Et puis, donc là, il y a cette naïveté, ça me semble-t-il. Alors après, bon, je ne reviens pas sur les questions protocolaires, etc. Bon, voilà. Et il y a quand même très, très clairement, si vous voulez, une absence totale de... oui, c'est du sexisme. Mais j'ai envie de dire, je ne suis pas sûre qu'il y ait eu une provocation délibérée, si vous voulez, de la part, en tout cas, du chef d'État qui recevait donc les deux personnalités européennes. Peut-être. Bon, en tout cas, c'est très malheureux et ce que ça donne à voir ne correspond pas du tout à ce que nous sommes en droit, en tant qu'Européennes et qu'Européens, d'attendre. Merci. Alors, 18h59, nous avons le temps pour une toute dernière question. Je prends la question que Katia vous a adressée un peu plus tôt. Dans un contexte de relations européennes et des proximités directes entre les chefs d'État français et belges, quels sont aujourd'hui les enjeux de l'ambassade de France en Belgique? Alors là, en 30 secondes, ça va être un peu compliqué. Alors, proximité directe, oui, tout à fait, mais ça, c'est de manière générale, si vous voulez, toute la conception d'une diplomatie française aujourd'hui active dans les pays, dans les partenaires, dans les pays partenaires de l'Union européenne. C'est vrai que nos chefs d'État et de gouvernement se voient beaucoup, se parlent beaucoup et échangent beaucoup. Pour autant, ça reste qu'il y a des liens directs et c'est fort heureux. Ça reste ponctuel et nous sommes là pour assurer, si vous voulez, une continuité de la relation, à tous les niveaux d'ailleurs, pas seulement au niveau des chefs d'État et du gouvernement. Et moi, je conçois mon rôle dans un pays comme la Belgique, qui est partenaire européen, fondateur de l'Union, qui est allié au sein de l'OTAN, qui est frontalier. C'est avec la Belgique que nous avons la plus longue frontière au monde, 620 km. Voilà. Il y a une histoire partagée, etc. Il y a le nord, il y a le sud. C'est pas tout à fait, on se positionne pas tout à fait de la même façon. Mais en tout cas, je conçois mon rôle comme étant un rôle véritablement de médiatrice et l'ambassade est là pour décrypter au plus près du terrain les réalités belges, pour expliquer aussi de manière la plus fine et précise possible, la plus nuancée possible, enfin équilibrée, nuancée,
ce qui se passe en France, nos positions, nos prises de position, nos évolutions, nos enjeux dans le domaine économique, dans le domaine social, dans le domaine politique. Je suis beaucoup interrogée, par exemple, aujourd'hui, j'ai été beaucoup interrogée sur cette fameuse tribune des ex-généraux, voilà, qui a énormément choqué, enfin bon, stupéfaction générale en Belgique. Voilà, donc ça, voilà, typiquement, voilà, on se tourne vers l'ambassadrice et on dit mais qu'est-ce qui se passe, voilà, en plus il y a beaucoup de choses, c'est pas toujours, c'est toujours un peu confus, enfin tout n'est pas complètement, même sur le plan purement des faits, exact, donc il faut remettre les choses dans l'ordre, voilà. Donc on analyse pour nos autorités françaises les réalités belges. On essaye d'anticiper effectivement un certain nombre d'évolutions et de prises de position. On travaille à des compromis au quotidien, notamment sur les questions européennes, sur les questions transatlantiques, sur les questions bilatérales. On fait des choses très concrètes. Toute la coopération transfrontalière, c'est du super concret. C'est vraiment la vie quotidienne des frontaliers, des Français et des Belges. Voilà, dans le domaine de la mobilité, dans le domaine de l'environnement, du climat, etc. Et par ailleurs, on explique, vraiment au sens là aussi très premier du terme, les évolutions françaises à nos interlocuteurs belges, sachant que ces interlocuteurs, c'est le monde officiel, bien évidemment, c'est le palais royal, c'est le gouvernement, les gouvernements, parce qu'il y a aussi tous les gouvernements régionaux, les responsables locaux, mais c'est aussi l'opinion, c'est aussi, les jeunes, j'en ai parlé, le secteur associatif, que je rencontre beaucoup, les élus de terrain, là aussi, qui sont très, très importants et très engagés en Belgique. Voilà, donc c'est un travail tous les instants. Et j'ai vu, vous savez, avec le premier confinement, du jour au lendemain, cette espèce de chape de plomb qui nous est tombée dessus, à nous toutes et tous, partout où nous étions, le fruit des 8 mois, parce que j'étais arrivée en juillet 2019, donc j'étais depuis 8 mois en Belgique au moment du confinement, ici aussi est intervenu en mars 2020, quelques jours près comme en France. Eh bien, tous les contacts que j'ai pu continuer, contacts téléphoniques, contacts visio, y compris avec les ministres, avec la première ministre de l'époque, avec les responsables locaux, avec les structures hospitalières belges, en fait, j'ai pu le faire avec cette fluidité et cette réactivité qui m'est demandée, parce qu'il y avait eu ce travail d'investissement au préalable pendant des mois, de rencontres, de prises de contact, d'explications. On avait créé de la confiance, on avait créé de la proximité, une familiarité avec mes interlocuteurs belges. Donc, c'est un travail de long terme et ça, il me semble qu'il est très important partout dans le monde, mais il est très important dans nos pays partenaires européens parce qu'il ne faut pas se tromper. Il y a une fausse familiarité, peut-être. En fait, nous sommes dans un monde complexe, toutes nos sociétés sont complexes, et il est important que nous, diplomates, on soit en capacité d'expliquer cette complexité, de la dévoiler, de l'expliquer à nos autorités pour éviter des malentendus et pour éviter éventuellement des erreurs d'appréciation. Bien peu nombreux ont été ceux et celles qui ont prévu, y compris au Royaume-Uni, le Brexit. Bien peu nombreux et nombreuses ont été celles et ceux qui ont penser que l'élection de Donald Trump se passerait comme elle s'est passée. Bon, et donc ça, on est là normalement, si vous voulez, justement pour tirer un petit peu, dire attention, allumer les signaux où il faut, regarder tous les scénarios et éviter que nos autorités ne soient prises au dépourvu, mises devant le fait accompli, ou n'aient pas la capacité de pouvoir réagir face à un événement qui n'a pas été effectivement nécessairement anticipé. Madame l'ambassadrice, merci beaucoup à la fois pour la qualité de vos propos, pour votre disponibilité. Merci très chaleureusement au nom de l'ensemble de la communauté des alumni, des participants ici présents autour de l'écran aujourd'hui. Que tous nos meilleurs vœux vous accompagnent dans votre fonction et dans votre mission au service de la France. Et j'espère que nous aurons l'occasion de vous retrouver physiquement cette fois-ci, que ce soit à nouveau en Belgique, comme nous l'avions fait il y a un peu plus d'un an, ou à Paris, dans les locaux de Sciences Po, où nous aurons de toute façon toujours plaisir à vous accueillir à nouveau.
Merci beaucoup. Merci à vous toutes et tous et bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée à toutes et à tous, chers alumni, chers amis, et à très bientôt. Au revoir. Au revoir à tous et à toutes.